A au carré plus B au carré égale C au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore et tu l'as probablement entendu des milliers de fois. Le pire, c'est que peut-être comme beaucoup de gens, tu penses que ce théorème de Pythagore ne sert à rien. C'est nul! Voire même que Pythagore ou encore Thalès sont des mathématiciens frauduleux. Et pour rétablir la vérité et que tu puisses te la péter à ton prochain cours situé au collège, Victor Vite de la chaîne du même nom et moi-même, nous allons vous présenter la face cachée de ces deux piliers des mathématiques. Ça m'arrive des fois de parler avec ma famille ou des amis, non je rigole, j'ai pas d'amis, et avec eux quand je parle de ma passion qui est les maths, souvent les seuls rêves qui me sortent c'est ah ouais, Pythagore et Thalès. Et c'est dommage que ce soit les seuls rêves qu'ils ont ces gens, parce qu'ils passent à côté de tellement de mathématiciens prodigieux. Mais après j'ai envie de dire, je peux pas leur en vouloir, parce que les seuls mathématiciens qu'on leur présente pendant l'école, c'est au collège et c'est Pythagore et Thalès avec les deux théorèmes que vous connaissez. Parce qu'aujourd'hui tout le monde maîtrise le théorème de Pythagore, même Daron maîtrise le théorème de Pythagore. Donc moi je dis, la question se pose quand même. Est-ce que Pythagore et Thalès étaient quand même des bons mathématiciens, même des scientifiques en général, ou est-ce que c'était des giga-fraudes qui juste étaient nés avant tout le monde? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, alors accroche ta ceinture, Victor, direction l'Antiquité vers les contrées exotiques des mathématiques. Je sais que ça va vous décevoir, mais le théorème de Pythagore n'a pas été découvert par Pythagore. Non, je sais, quittez pas la vidéo, c'est bon. Je sais que vous êtes déçus, mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. En réalité, ce théorème, il aurait été utilisé la première fois en 1800 avant Jésus-Christ. Vous avez remarqué que j'ai utilisé le conditionnel parce que on sait pas trop. En réalité, 1800 avant Jésus-Christ, c'est lointain, et du coup, bah, c'est dur d'obtenir des informations vraiment très fiables, quoi. Donc 1800 avant Jésus-Christ, c'est en gros 1200 ans avant Pythagore. Donc pourquoi il lui a été affecté finalement? Ben, c'est tout simplement parce que il a été beaucoup utilisé et rendu populaire dans l'école que tenait Pythagore, mais on y reviendra plus tard sur son école. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on sait pas trop si eux, ils étaient sûrs de leurs outils au moment où ils utilisaient le théorème de Pythagore. Parce que la plus vieille démonstration qui a été écrite, elle a été écrite par Euclide 300 ans plus tard. Donc en réalité, on sait même pas si eux, ils avaient la preuve qu'il était vrai ce théorème. La démonstration d'Euclide était basée sur la conservation d'un triangle qui déforme, mais je vais pas vous présenter celle-là parce qu'elle est trop chiante. Et qu'il y en a des beaucoup plus simples. Je vais vous en montrer une autre. Imaginons tu prends un carré de côté A plus B et un triangle rectangle de côté A, B, C, où C est l'hypoténuse. Et bien si tu prends 4 fois ce même triangle et que tu le mets dans cette disposition là dans le carré, bah à la fin l'aire restante sera un carré de côté C. Donc on peut déduire du coup que l'aire restante c'est égal à C carré. Ensuite si tu mets les 4 mêmes triangles dans une disposition différente, tu te rends compte que l'aire restante c'est un carré de côté B et un carré de côté A. Or comme les aires elles sont égales, on peut en déduire facilement que A carré plus B carré c'est égal à C carré. Voilà comment à l'aide d'une simple démonstration géométrique, on retrouve le théorème qu'on connaît tous à l'heure actuelle, disant que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Mais je vous arrête, Pythagore il a fait des choses aussi, calme-toi. Il a par exemple inventé avec ses disciples la notion de nombre parfait. Qu'est-ce qu'un nombre parfait? Un nombre parfait est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts. Bon, ça veut rien dire comme ça, c'est un peu flou, mais prenons un exemple. On va prendre l'exemple le plus connu de nombre parfait, 28. Donc les diviseurs de 28 sont 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Les diviseurs stricts, c'est les diviseurs d'un nombre mais sans ce nombre-là. Donc là par exemple, les diviseurs de 8 c'est 1, 2, 4, 7, 14, 28. Mais là du coup tu vas retirer le 28. Donc au final ces diviseurs stricts ce sera juste 1, 2, 4, 7 et 14. Et quand tu fais 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, bah t'obtiens 28. Et du coup c'est pour ça que 28 c'est un nombre parfait car il est égal à la somme de ses diviseurs stricts. Ces nombres parfaits ils ont une structure précise. Ils sont toujours de la forme 2 exposant n-1 facteur de 2 exposant n-1. Vous avez vu la différence ou pas? Avec n un nombre premier, sinon ça marche pas. Par exemple, 28 c'est égal à 2 au carré, facteur de 2 au cube, moins 1. Parce que 3 c'est un nombre premier. Et pour l'anecdote, à ce jour, le plus grand nombre parfait découvert a été découvert en 2018. Et c'est tout simplement le nombre 2 exposant 82 589 933, facteur de 2 exposant 82 589 934, moins 1. Ah c'est beaucoup quand même, hein. Et dites-vous qu'il y a un mec, il est allé le chercher. Il s'est dit putain je vais trouver le plus grand nombre parfait du monde. Et le pire c'est qu'il a réussi. Après tu t'étonnes que le taux de chômage soit aussi élevé. Et par la même occasion Pythagore il en a profité pour populariser le concept de nombre premier. Parce que du coup pour trouver les nombres parfaits, t'as forcément besoin des nombres premiers.
soit un triangle ABC et deux points D et E, respectivement sur les droites AB et AC, de sorte que la droite DE soit parallèle à la droite BC. Alors nous avons AD sur AB est égal à AE sur AC qui est égal à DE sur BC. Entre autres, le rapport des longueurs des deux triangles formés par les 5 points sont égales. Le mythe dit même que Thalès aurait trouvé ce théorème en essayant de mesurer la hauteur des pyramides en Égypte. Il se serait alors placé à côté de la pyramide et en mesurant la taille de l'ombre de la pyramide ainsi que la taille de son ombre, il aurait pu retrouver le coefficient de proportionnalité, et donc en mesurant sa taille, il aurait réussi à mesurer la hauteur de la pyramide. Que cette légende soit vraie ou fausse, il faut avouer que c'est assez astucieux. Thalès également ne se résume pas qu'à ce fameux théorème que nous apprenons tous au collège. Grâce à ses contributions au niveau de la géométrie, ce mathématicien permettra d'énormes avancées dans de nombreux domaines tels que la cartographie ou les proportionnalités. Et chose bien plus importante, il prédira l'éclipse solaire de -585. Entre autres, la première prédiction scientifique de cette ampleur. Je vais m'arrêter là car on reviendra bien plus sur Thalès dans la suite de la vidéo. Une école, son école vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une dinguerie. On va y venir plus tard, c'est pour ça, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais vraiment, ne sous-estime pas le pouvoir de son école. Parce que les découvertes folles, je vous jure qu'ils en ont fait. Que ce soit en théorie des nombres, en arithmétique ou en géométrie, je vous jure qu'ils en ont fait. Dites-vous qu'il a réussi à mélanger la musique et les maths. Et il a même réussi à mélanger la philosophie aux maths. Comment il a fait? Juste littéralement une matière artistique, une matière scientifique et une matière littéraire. Comment il a fait pour réunir les trois? Donc Pythagore, de son vrai nom, Pythagoras de Samos, est né en 569 avant Jésus-Christ sur l'île de Samos, oui, bien joué. C'est une île située en Grèce, dans une époque de la Grèce dite archaïque, et non, je vais pas te faire un cours d'histoire. En gros, ça c'est la Grèce, et genre comme elle prend beaucoup de territoire, bah on dit que c'est la Grèce archaïque. Et vous savez, 569 avant Jésus-Christ, bah c'est vieux quoi, du coup c'est difficile de tenir toutes les informations comme j'ai déjà dit. Tout ce qu'on sait c'est qu'apparemment son père, il était putain de riche, vraiment c'était un businessman de malade. Il vendait des formations pour devenir un mal alpha. Bon ça peut-être pas j'avoue. Mais ouais, son père il se mettait grave bien, donc on en déduit assez logiquement que Pythagore c'était un petit richou. À cette époque, la Grèce est dans une époque de tyrannie. Et non, je vais pas encore te faire un cours d'histoire. Genre ça c'est le gouvernement, ça c'est le peuple, et genre en mode bah le gouvernement il manipule le peuple, du coup ils peuvent pas faire grand chose. Et ce système de tyrannie, il va être très vite remplacé par un système de démocratie. Donc tout le monde est heureux, youpi? Bah non, pas youpi, Pythagore il a trop le seum parce qu'il est antidémocrate. Et comme du coup il aime pas le régime de l'époque en Grèce, bah il va se casser en Italie. Et justement en Italie il va fonder cette fameuse école que je vous tease depuis tout à l'heure, où les étudiants seront appelés pythagoriciens, mais c'est pas pour tout de suite. Non, non, on y reviendra encore plus tard, désolé. Alors il faut savoir que Pythagore c'était un sacré voyageur. Bah oui, il est riche, faut en profiter. Il a voyagé pendant 40 ans de sa putain de vie. À une époque où l'espérance de vie était de 30 ans, donc c'est pas rien quand même. Il a voyagé dans plein de lieux super intéressants, genre Dubaï. Non, 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 je rigole, je quitte pas la vidéo. Il a voyagé dans des pays comme le Liban ou l'Égypte, où il fera pas mal de voyages dans le but principal d'étudier, et il étudiera notamment avec Thalès. Et oui, c'est fou. En plus d'être nés à la même époque, les deux Goths se sont rencontrés et ils ont étudié ensemble. Et moi, je trouve ça complètement fou. Imaginez si Cristiano Ronaldo et Messi avaient joué dans la même équipe, ça aurait été génial. Sauf que énorme clim, il va se faire emprisonner par les Perses dans un voyage en Égypte. Donc il a le seum, mais il pourra étudier. Donc ça va en vrai. Moi je trouve personnellement que c'est la meilleure prison. T'es là, t'es coupé du monde, on te nourrit, tu peux faire des activités genre étudier, mais c'est la meilleure prison du monde, mais emprisonnez-moi s'il vous plaît. Alors comme c'est vieux, on sait pas trop comment il est mort. Il y a plusieurs versions et on sait pas trop laquelle croire. Il y en a une qui ressort beaucoup, c'est qu'il serait mort d'une émeute à Crotone. Ou Crotone, je sais pas, je sais même pas comment on dit. Crotone. Crotone qui est une ville, on le rappelle, d'Italie. Italie où justement il a fui la Grèce pour construire son école. Ah parfois la vie elle est dure. Thalès de Milet était un philosophe, mathématicien et astronome grec ancien. La date exacte de sa naissance est incertaine, mais on estime généralement qu'il est né vers 624 avant Jésus-Christ, dans la ville de Milet, une ancienne cité grecque située en Ionie, l'actuelle Turquie. Malheureusement, les détails sur la famille de Thalès de Milet sont largement inconnus, et il existe très peu d'informations fiables sur ses parents et sa fratrie. Cependant, Thalès est généralement décrit comme un homme éduqué et riche, ce qui suggère une certaine position sociale élevée. Cependant, ces informations sont généralement basées sur des conjectures plutôt que sur des faits établis. Comme j'ai pu le dire, Thalès de Milet était un philosophe présocratique. Thalès n'aime pas les mythes et essaye d'expliquer rigoureusement les choses en opposition avec la religion. Il se place donc dans une position athée et anthropocentrée de la philosophie.
Il était donc un penseur éclectique. En gros, il s'intéressait à beaucoup de domaines comme la géométrie, l'astronomie, la politique, et c'est ce qui le poussera à fonder l'école milésienne qui ouvrira la voie à d'autres philosophes comme Aleximandre et Aleximène. Et comme le fera Descartes plusieurs siècles plus tard, un des buts premiers de la philosophie de Thalès était de trouver un principe premier. Descartes trouvera le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Quant à Thalès, il cherchera un axiome à l'univers qu'il appellera un arché. Il finira donc par conclure que toutes les choses se situant dans l'univers, tout ce qui est matière, vient d'une matière première, et donc pour Thalès, la base de toute chose était l'eau. Et enfin, après une vie bien remplie, Thalès trouvera la mort lors d'une éclipse solaire. Encore une fois, aucune source historique n'est sûre à 100% au sujet de la mort de Thalès, mais alors que Thalès aurait été absorbé par ses observations astronomiques et qu'il ne prêtait pas attention à son environnement, il aurait trébuché dans un petit puits ou une fosse et se serait noyé. Mais d'autres versions suggèrent qu'il est mort paisiblement de vieillesse. Les Pythagoriciens, c'était une communauté qui était un peu décrite comme une secte, c'était même carrément une secte, il n'y a pas de un peu. Elle était engagée dans vraiment beaucoup d'activités politiques et sociales vraiment passionnantes, où leur but c'était avant tout de créer une société basée sur des principes éthiques et spirituels. C'était une communauté qui prenait avant tout le bon côté de l'humain, la discipline et l'harmonie dans la vie quotidienne. Je vous ai dit, Pythagore c'était un tchad, il a acheté la formation de son père. Donc la secte était basée sur des principes hiérarchiques, comme Pythagore les aime, avec Pythagore en leader spirituel et les autres, qui sont des sous-fifres en gros. Et genre, ils vénéraient les nombres comme des dieux. Vraiment, c'est trop une dinguerie comment ils donnaient une dimension mystique aux maths. Et du coup, ouais, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Pythagore, c'était pas juste une identité. En réalité, Pythagore, ce qui a construit sa légende, c'est son école. C'est le fait qu'il y avait des étudiants qui étaient passionnés de maths et qui étaient là pour l'épauler. Et ils travaillaient même carrément ensemble, tu vois. En réalité, Pythagore, il a accompli des choses, mais pas tout seul. Genre, c'est le travail de plusieurs humains en même temps. Et en tous les cas, il aurait pas pu accomplir tout ça tout seul parce que à cette époque-là, la durée de vie a été de 30 ans. On pourrait croire que c'est juste une école comme on trouve aujourd'hui, mais non, non, non. Pythagore, il mange pas de ce pain-là. Pythagore, il a divisé les pythagoriciens en deux groupes. D'un côté, il y avait les pythagoriciens dits mathématiques qui connaissaient que les raisonnements de Pythagore mais pas les résultats. Et d'un côté, il y avait les pythagoriciens dits acousmatiques qui, eux, ne connaissaient pour le coup que les résultats, pas les raisonnements. Et en plus, c'était une école où les instructions se faisaient que à l'oral, histoire qu'il y ait vraiment aucune trace de quoi que ce soit. Là, c'est même plus être prudent ce stade-là. Là, il y a un vrai problème d'égocentrisme. Mais comment est-ce qu'on connaît les informations de cette école alors? Eh bien, tout simplement parce que Euclide, ce petit malandrin, il va leak certaines informations de cette école, notamment le théorème de Pythagore, celui qui finira par démontrer avec des preuves. Toujours dans les bons coups ce Euclide quand même. Et j'ai une anecdote supplémentaire très amusante, enfin en réalité elle est pas amusante, elle est juste glauque. En essayant de calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle de côté 1 du coup, et les pythagoriciens ils sont tombés du coup sur le nombre racine de 2, qui est un nombre, je le rappelle, dit irrationnel, parce qu'il s'arrête jamais. Par exemple, le nombre racine de 2 c'est égal à 1,414 213 562, et ça s'arrête jamais après, il y a une infinité de chiffres. Et dites-vous, c'est incroyable, dites-vous qu'à la découverte de ces nombres, beaucoup de pythagoriciens se sont juste suicidés parce que pour eux c'est les nombres, genre c'est un truc sacré, et l'idée que tu puisses pas écrire un nombre dans son entièreté, c'est genre un truc trop inconcevable pour eux. Enfin, on est vraiment dans un autre monde, À l'époque c'était normal de se suicider pour des chiffres, C'est dire à quel point les pythagoriciens ils voyaient les chiffres comme vraiment quelque chose de sacré, c'est vraiment, j'abuse pas, ok. Je vous ai dit, Pythagore c'était vraiment giga chad, très discipliné, très croyant, très riche, et on n'y échappe pas. Très sportif du coup. Je vous ai dit, il a acheté la formation de son père, non mais vraiment. Mais genre, il est vraiment sportif. À 18 ans, il a remporté les Jeux Olympiques de toutes les compétitions liées au pugilat. C'est quoi le pugilat? Le pugilat, c'est tout simplement de la boxe, sauf que les gants étaient en plomb. Je comprends pas ce qui se passait dans la tête des gens à l'époque. La boxe, c'était pas assez violent comme ça, il fallait rajouter du plomb dans les gants. Non mais ils ont complètement craqué. Et après, tu m'étonnes que l'espérance de vie, elle était à 30 ans. Et le pire, c'est que Pythagore, il a tout baisé dans ses disciplines. Comment c'est possible d'être un génie pareil si tu prenais des patates de plomb à longueur de journée? Genre il allait bien, il était pas sonné? C'est Pythagore, quoi. Un génie très particulier et hors de sa langue. Premièrement, est-ce que vous saviez que Thalès est un pionnier de la philosophie naturelle? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est la philosophie naturelle? Eh bien, ce n'est rien d'autre que le nom que l'on donnait avant à la science que l'on appelle aujourd'hui la physique. En fait, oui, Thalès était plus un physicien qu'un mathématicien. En fait, cet homme de science cherchait constamment à tout expliquer et à débarrasser le monde de ses mythes. Il étudiera surtout l'astronomie et en particulier les phénomènes d'éclipses solaires. Secondement, Thalès était un grand stratège. Alors que les cités grecques étaient en conflit mutuel, Thalès eut une meilleure vision des choses que tout le monde,
car les cités, en plus d'être en guerre les unes avec les autres, elles étaient menacées par l'Empire perse. Mais Thalès finira par en partie répandre la paix entre les cités, pour faire face à ce plus grand danger que symbolisait l'Empire perse. Dans cet élan de bonté, Thalès créera la Confédération ionienne, une alliance militaire grecque qui permettra de protéger le pays dans les décennies à venir. Finalement, Thalès fut également un homme très sage. Il faisait partie de ce que l'on appelait les 7 sages de la Grèce antique. C'était un groupe de penseurs reconnus pour leurs enseignements moraux. Pour Thalès, le bien-être découlait de la réflexion de soi. Il encourageait les gens à développer leurs capacités intellectuelles, et sera d'ailleurs très connu pour la phrase « Connais-toi toi-même », que vous avez sûrement déjà vu ou que vous verrez en classe de terminale lors de vos cours de philosophie. Bref, loin de toutes ces merdes de bien-être et de développement personnel que l'on peut retrouver aujourd'hui sur internet, Thalès était un homme qui recherchait toujours à se surpasser soi-même, à grandir intellectuellement et à faire grandir les personnes autour de lui. Il avait la quête d'un monde meilleur, et que ce soit à travers ses sciences ou sa philosophie, je pense que sa quête est réussie. Finalement, les scientifiques comme Thalès et Pythagore sont très polyvalents, comme beaucoup de scientifiques de leur époque d'ailleurs. Et ces derniers ont donc expérimenté beaucoup d'autres domaines que les mathématiques pour lesquels on les connaît. Alors personnellement, je trouve ça dommage de les résumer qu'à un seul de leurs travaux, même si celui-ci est généralement le plus important de leur carrière. Enfin bref, derrière des noms comme Thalès, Pythagore et bien d'autres se cache bien plus qu'une simple formule monotone. Et si toutes ces figures scolaires que vous avez entendues des centaines de fois lors de votre cursus mathématique n'étaient pas que de simples théorèmes sur pattes? Et si, en réalité, votre possible dégoût pour ces derniers, voire pour les mathématiques en général, ne serait-il pas que le symptôme de votre méconnaissance à leur sujet? Je vous laisse y réfléchir et vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches pour qu'ils connaissent mieux les mathématiciens qu'ils ont si longtemps côtoyés au collège sans réellement les connaître. Merci à Victor pour la réalisation de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle se trouve en description. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si cette dernière vous a plu. Et maintenant, vous pouvez aller cliquer sur les autres contenus qui s'affichent à l'écran.